c'est bientôt Pâques, espérons que ça sera aussi Pâques, et la résurrection pour la France au bout de cette campagne. Et puis nous sommes en pleine campagne électorale. On est en pleine campagne électorale, ça n'apparaît pas si vous regardez les médias du système, puisque nous ne sommes évidemment, nous sommes absolument barrés de tous les médias. Vous savez par exemple que CNews, il y a un grand débat pour savoir qui à gauche va accepter ou non d'aller au débat sur CNews le 30 mai ou le 31 mai prochain. Une chose est certaine, c'est qu'on n'y est pas invité. Voilà. Une chose est certaine, c'est que, en fait, lorsqu'il y a eu le débat sur Public Sénat il y a quelques jours, il y avait les 8 têtes de liste, paraît-il, principales, et nous n'étions pas invités. Ça veut dire au passage que sur les 8 candidats qui étaient présents à Public Sénat, eh bien, les 8 têtes de liste, il n'y en avait aucun qui défendait le Frexit. Or, le Frexit, d'après un sondage récent, représente quand même 31% de l'opinion publique française, dont 31% qui ne sont pas représentés dans les médias actuels du système. Alors, heureusement, il y a vous, non seulement les gens qui sont ici ce soir, mais également tous ceux que je rencontre quand je vais dans des réunions publiques. Et là, il y a une différence extraordinaire entre le silence des médias et l'accueil que j'ai sur le terrain. Depuis le début de l'année, je me suis rendu notamment à Saint-Maur-des-Fossés, où il y avait d'ailleurs je ne vais pas citer tous ceux qui ont contribué au succès, mais à Saint-Maur-des-Fossés, où nous avons fait une salle pleine. Je me suis rendu à Orange, où nous avons fait un théâtre plein. Je me suis rendu à Chambéry, où on a fait une grande salle qui était archi-bondée. Je me suis rendu à Limoges, où on nous a au dernier moment retiré la salle qui nous avait été promise par la municipalité. Mais fort heureusement, notre délégué, Eva Soustakiewicz, a obtenu une salle de remplacement qui était bondée. Ensuite, je me suis rendu près de La Roche-sur-Yon, dans un village qui était à 22 km de La Roche-sur-Yon, qui s'appelait Mareuil-Lalais-Dissay. La salle était pleine. Et puis je me suis rendu également récemment donc à Saumur. Et puis le dernier d'où je viens, c'était près de Rennes, à Amand-Lycée. À chaque fois, les salles étaient archi-bondées. Et ça, c'est quand même un élément qui est essentiel quant à l'évolution de la situation. Autre chose qui est importante, c'est que lorsque je consulte les gens que je rencontre, et c'était également vrai ici depuis ce matin où je consulte un peu comme un médecin qui fait une prescription médicale. En fait, je fais tout simplement une dédicace pour ceux d'entre vous qui ont eu la gentillesse d'adhérer ou de faire un don ou de verser leur cotisation. Eh bien, ce que je constate en parlant en fait à tout le monde, c'est que notre mouvement, il marche. Il marche parce que depuis le 17 ans, depuis que je l'ai créé, c'est un mouvement qui a voulu être un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche. Eh bien, ça marche. Pourquoi est-ce que j'ai voulu un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche? Tout simplement parce que je connais un peu l'histoire de France. Et toute l'histoire de France nous apprend que pour avoir le parti national contre le parti de l'étranger, comme disaient les historiens du XIXe siècle, eh bien, il faut rassembler des gens de droite et de gauche. Rappelez-vous quand même ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Charles de Gaulle, lorsqu'il a créé le Conseil national de la résistance, il a bien été obligé de tenir compte de la réalité. La réalité, c'est que les Français qui voulaient se battre pour chasser l'Allemagne et pour refuser la collaboration avec l'Allemagne, eh bien, ils étaient à gauche et ils étaient à droite. Et ils étaient à l'extrême gauche et aussi à l'extrême droite. De telle sorte que de Gaulle, qui n'était pas communiste, avait évidemment voulu qu'entrât au Conseil national de la résistance le Parti communiste français, dont Pierre Vimont était d'ailleurs l'un des principaux rédacteurs du programme du CNR qui a été mis en place à la Libération, avec notamment les grandes nationalisations, la création de la SNCF, de la Sécurité sociale, d'EDF, etc. Alors, non seulement il y avait donc le Conseil national de la résistance comprenait le Parti communiste et la gauche, mais il comprenait aussi des gaullistes, des chrétiens. Et Charles de Gaulle avait demandé aussi expressément que l'on y intégrât la cagoule, c'est-à-dire l'extrême droite, mais une extrême droite anti-allemande et anti-hitlérienne. Donc c'était ça l'idée, et c'est ça qui a marché, qui a fonctionné. On a retrouvé cette même représentation, notamment lors du référendum raté sur la Maastricht, raté parce que le non l'a perdu à 49%, mais les gens qui avaient voté 49% non au traité de Maastricht se situaient à la gauche et à l'extrême gauche, et à la droite et à l'extrême droite. Et c'était le centre, effectivement. J'y inclus le Parti socialiste de l'époque, et j'y inclus également le RPR de Chirac à l'époque, qui avait fait gagner le oui, mais d'un cheveu
à 51%. Et je rappelle que le traité constitutionnel européen a été battu par 55% des Français qui ont voté non. Et ces 55% des Français, on sait, après, parmi les sondages post-électoraux, qu'il y en avait 30% qui étaient de droite et 25% de gauche. Alors ça, c'est absolument fondamental. C'est que si nous voulons constituer une majorité qui libère la France du processus qui est en train de nous détruire en ce moment, eh bien, il nous faut absolument avoir des gens de droite et des gens de gauche, et surtout pas de faire l'union des droites, puisque ça serait nous condamner, en fait, à être, au sein de l'union des droites, toujours une marginalité. C'est absolument fondamental. D'ailleurs, on en a l'illustration avec ce qui se passe aux Pays-Bas, puisque aux Pays-Bas, récemment, une union des droites vient de gagner les élections, avec Geert Wilders, qui était le chef de l'extrême droite, l'homme aux cheveux peroxydés. Eh bien, ce monsieur avait fait une alliance avec des partis de droite, proposant un référendum sur le Nexit, c'est-à-dire la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. À peine les urnes leur avaient-elles donné raison que dès le lendemain, eh bien, M. Geert Wilders a avoué qu'il ne ferait jamais de référendum sur le Nexit parce que ses colistiers n'étaient pas d'accord. Voilà, alors ça c'est vraiment important. Nous, on est un parti qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche et qui attire en effet des gens venus de la droite, de l'extrême droite, de la gauche et de l'extrême gauche pour une alliance pour faire sortir notre pays de l'Union européenne. Lorsque j'ai créé l'UPR, en 2007, il y a 17 ans, je peux vous dire que j'étais bien seul. Bien seul parce qu'il y avait à peu près personne. Il y avait une quarantaine de personnes qui étaient venues, des amis, un peu de famille, et puis c'était à peu près tout. Et les gens derrière moi disaient, bon, il est gentil, mais ça n'aura jamais lieu, il est un peu fou de parler, il est un peu zinzin. Il y a 17 ans, je vais vous dire que proposer de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'était une idée qui paraissait complètement farfelue, impossible, délirante, incompréhensible, puisque l'Europe, c'était la paix, l'Europe, c'était la liberté, l'Europe, c'était le niveau de vie, la prospérité. Et donc vouloir s'opposer à ça, c'était vraiment faire œuvre d'obscurantisme et vouloir en revenir, évidemment, à un nationalisme pur et dur. Aujourd'hui, le tableau a complètement changé. C'est peu dire que le tableau a changé, puisque désormais, l'idée du Frexit est devenue de plus en plus populaire. Ça se voit d'ailleurs sur le terrain, où de plus en plus de gens tendent l'oreille. Pourquoi ? Parce que cette idée qui, il y a 17 ans, quand je l'ai créée, était une idée qui paraissait extrémiste de sortir de l'Union européenne, et bien désormais, ce qui paraît de plus en plus extrémiste, c'est de rester dans l'Union européenne, et de rester dans l'euro, et de rester dans l'OTAN. Alors ça, c'est quelque chose, un changement formidable, qui est dû à quoi ? Qui est dû à toute une série d'événements, qui a commencé avec les Gilets jaunes, où on a vu comment on a eu une répression féroce des Gilets jaunes en France, avec quand même pratiquement une trentaine de personnes éborgnées, mutilées à vie, quelques morts dont on parle peu finalement, c'est-à-dire une répression qui est infiniment supérieure aux troubles prétendus qui auraient eu lieu au moment de l'élection présidentielle en Russie. En fait, récemment, il n'y a eu quasiment aucun trouble en Russie. En revanche, en France, on est le pays des troubles, y compris d'ailleurs au moment de la réélection de Macron en 2022, où on oublie quand même qu'à Rennes ou à Lyon, il y a eu des émeutes le soir de sa réélection. Par ailleurs, après les Gilets jaunes, qui ont été traités, comme vous l'avez vu, par la répression, par le cynisme, le mensonge, la rédaction de cahiers de doléances ou l'organisation d'un grand débat, que tout ça a été ensuite mis à la poubelle directement. Ensuite, on a eu l'affaire de la Covid, ou du Covid, ça dépend comment vous prononcez. Or, le Covid a montré, d'une part, eh bien que on était dans un mouvement général de la civilisation occidentale et notamment de la société française, où les choses les plus basiques, finalement, finissent par être oubliées. C'est-à-dire qu'il y a un principe de base en matière de santé publique. Eh bien, c'est d'abord le principe de serment d'Hippocrate, permettre à tous les médecins de faire ce qu'ils peuvent pour soigner. On a vu d'un seul coup que des médecins qui essayaient de trouver des solutions ont été bannis, traînés dans la boue, calomniés, diffamés, tout simplement parce qu'ils ne respectaient pas la doxa dominante. On est également il y a le principe fondamental de la santé publique qui est primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, ça a été oublié. On est dans le principe aussi du consentement éclairé, ça a été oublié. On a forcé des millions de Français à se faire injecter dans le corps une substance dont on ne connaissait pas et dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas parfaitement les ingrédients, dont on ne connaissait pas non plus d'ailleurs les effets et les effets à long terme, et pour cause, puisque ce prétendu vaccin avait été créé et lancé quelques semaines auparavant. Donc on est confronté à une situation qui est gravissime,
puisque ça va à l'encontre même de la société, de la civilisation française, puisque désormais quiconque s'interroge en exerçant sa raison sur le bien fondé de ce qu'on lui dit, eh bien, se fait désormais traiter de complotiste, de conspirationniste, alors même qu'il ne fait qu'appliquer ce qu'on a appris, du moins ce qu'on apprenait à l'école, quand on avait des cours de philo, eh bien, c'était l'invention du doute méthodique. La méthode cartésienne, c'est la quintessence de la pensée française classique du XVIIe siècle. Le doute méthodique, c'est-à-dire de ne jamais croire ce qu'on vous dit sans le passer au crible de votre raison. Donc désormais, Descartes serait considéré comme un complotiste et un conspirationniste. Or, le problème, c'est on s'est rendu compte que toute cette évolution était une évolution internationale, d'ailleurs essentiellement réservée à ce qu'il est convenu d'appeler dans les médias la communauté internationale, alors qu'il s'agit uniquement des États-Unis et de leurs vassaux. Et on a vu que l'Union européenne avait pris à son compte le même narratif jusqu'à dépenser des milliards et des dizaines de milliards d'euros pour acheter des injections dans une opacité totale, en piétinant tous les principes des marchés publics sur la transparence. On a vu donc Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, passer commande avec un simple téléphone portable, passer commande de 41 milliards d'euros pour un produit dont on ne connaissait pas le contenu et avec un contrat dont on ne connaît pas non plus le contenu. Ça, c'est le deuxième choc qui a ébranlé la société française, où il s'est rendu compte qu'en fait, cette construction européenne que l'on nous avait présentée comme une œuvre de respect du droit, la transparence, mais c'était tout le contraire en définitive, et que tout ceci se passait de façon avec des choses qui n'étaient pas très ragoûtantes. Je passe le détail sur le fait qu'au même moment, on apprenait que la vice-présidente du Parlement européen, qui était une grecque, journaliste grecque, la police avait découvert en débarquant chez elle, en soulevant le matelas de son plumard, qui avait quand même à peu près 180 000 euros en petites coupures. On lui a demandé ce que c'était et elle a dit qu'elle ne savait pas. Bon, ça arrive à tout le monde. Quand on soulève son matelas, on trouve 30 000, 40 000 euros. Mais 180 000 euros, non, quand même. Alors tout ça a mis dans la tête des Français, ils se sont dit que c'est même bizarre. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, est arrivée à ce moment-là la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine a pour effet très important, c'est que les Français découvrent avec effarement que l'Europe, c'était la paix, est en train en fait de se transformer en une œuvre qui nous pousse à la guerre. Ce ne sont pas les gens qui sont à l'UPR, les adhérents, qui ont écouté mes conférences. J'en avais fait une dès 2013 qui s'appelait « L'Europe, c'est la guerre ». J'en ai fait une également en 2018, le 11 novembre 2018. Je l'avais refaite. C'était au Café du Croissant, à Paris, rue de Faubourg-Montmartre, là même où Jaurès a été assassiné. J'avais fait une petite... Tout ça est sur Internet. Vous trouverez donc des vidéos de 2013 ou de 2018 qui décrivaient ce que nous voyons exactement, ce qui prouve que les analyses étaient les bonnes. Et au passage, je me permets d'insister sur le fait que des Français découvrent que la construction européenne nous emmène en fait vers la guerre. On découvre au passage que M. Thierry Breton, commissaire européen français de la société française chargé du marché intérieur, donc normalement il est censé utiliser ses fonctions pour bien faire fonctionner le marché unique intérieur de l'Union européenne. Eh bien en fait il utilise ses fonctions maintenant pour toute autre chose, et notamment pour coordonner la fabrication d'obus intelligents, paraît-il, dans les différents pays de l'Union européenne. Donc il est là le coordonnateur de la fabrication d'armements militaires pour envoyer à l'Ukraine. Les obus intelligents, vous savez, parce qu'on a promis 1 million d'obus. L'Union européenne a promis d'envoyer 1 million d'obus à l'Ukraine pour balancer sur la Russie. Donc il avait budgété 1 milliard. Mais évidemment, quand on annonce dans la presse qu'on va acheter 1 million d'obus, que fait un fabricant d'obus, à votre avis? Il augmente les prix. Donc ils se sont aperçus qu'il ne fallait pas des obus banals, mais des obus intelligents. Et donc maintenant, on fabrique des obus intelligents. Quelle est la différence entre un obus intelligent et un obus banal? C'est que l'obus intelligent coûte 8 000 euros au lieu de 1 000 euros. Voilà. C'est-à-dire c'est plus 1 milliard, mais 8 milliards qu'il faut dépenser. Alors on a vu tout ça. On a vu donc M. Thierry Breton se charger de ça. C'est en piétinant les traités européens. Vous ne trouverez pas une seule clause dans les traités européens qui confie à un commissaire européen la fabrication coordonnée de matériel militaire pour envoyer à un pays qui n'est pas dans l'Union européenne d'ailleurs. On a vu aussi que l'Ukraine est devenue le 28e membre fantôme de l'Union européenne, puisque toutes ces productions entrent désormais dans l'Union européenne, sans quotas, sans problème de normes et sans franchise de douane, ce qui se traduit notamment par l'importation de centaines de milliers de poulets fabriqués par l'un des proches de M. Zelensky, un milliardaire
corrompus et mafieux, ce qui est synonyme en Ukraine. Et donc tout ceci, avec le proche de Zelensky, tout ceci fait que notre filière de poulet en France est en train d'être petit à petit assez rapidement détruite par l'importation de ces poulets. Donc du coup, l'Europe c'est la paix, mais les gens n'y croient plus beaucoup. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, nous avons encore d'autres cerises sur le gâteau, et une grosse cerise notamment qui est l'élargissement. L'élargissement qui, on nous annonce, on a annoncé, vous l'avez peut-être noté, c'était avant-hier, on apprenait que les 27 étaient tombés d'accord pour lancer les procédures de la négociation, les négociations avec l'entrée de la Bosnie-Herzégovine dans l'Union européenne. Alors on est maintenant dans une phase de campagne électorale, et vous avez vu de quoi parle-t-on dans les médias français, en fait. Le sujet numéro 1, c'est Aya Nakamura. Est-elle digne ou non de chanter pour l'ouverture des Jeux Olympiques? Le sujet numéro 2, c'est de savoir s'il est légitime. Le numéro 2, c'est de savoir s'il est légitime que sur l'affiche des Jeux Olympiques, il y ait ou non dessiné une croix sur le dôme des Invalides. Sujet numéro 3, c'est de savoir, il y a un nouveau sondage, est-ce que Rachida Dati va battre Anne Hidalgo aux prochaines élections municipales? Mais il y a les sujets les plus fondamentaux sont passés de côté. L'élection, la campagne pour les élections européennes, j'ai eu l'occasion de dire que les représentants du Frexit en étaient interdits. On a vu ce qui se passe, c'est que le narratif du pouvoir, c'est de faire croire qu'il y a d'un côté des partisans de la construction européenne, qui sont les gentils, et de l'autre côté les partisans du Frexit, qui sont les méchants et qui sont pour Poutine. Donc Poutine est devenu désormais, si vous voulez, c'est l'ogre des contes de fées de notre enfance, c'est Barbe Bleue. Donc Poutine est à peu près responsable de tout. Voilà. C'est ça le truc. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Et ça s'accompagne évidemment d'une petite particularité, c'est que l'on veut faire croire que le parti qui porte donc tous les péchés du monde, ce parti qui est à la fois pour le Frexit et pour Poutine, serait le Rassemblement national, lequel Rassemblement national, d'ailleurs, passe son temps à vouloir donner de l'argent et des armes à l'Ukraine contre Poutine, et lequel Front National, Rassemblement national, n'a jamais demandé le Frexit depuis qu'il existe, même quand il était le Front National, contrairement à une légende tenace. Et en fait, son programme consiste à rester, évidemment, dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Mais tout ceci est fait pour que les médias ne corrigent pas cette fausseté et que donc on entraîne les personnes qui sont mécontentes vers ce parti qui ne dit pas ce qu'on leur dit qu'il dit, et donc favoriser une fausse opposition. Il est là le problème. Pendant ce temps-là, tous les grands débats les plus importants sont passés de côté. Je vais en citer 3 ou 4. Le problème numéro 1 de la France, enfin un des problèmes essentiels de la France, c'est... Je ne vais pas parler des biceps de M. Macron. Heureusement qu'il est là pour nous défendre contre Poutine. Non, le problème numéro 1 de la France, c'est l'endettement. On a une dette publique qui a dépassé les 3 080 milliards d'euros, dont pratiquement d'ailleurs un tiers découlent directement de la responsabilité de Macron. Et ces 3 000 milliards, en fait, sont devenus hors contrôle. Vous avez vu que le mois de janvier s'est soldé par un déficit de 27 milliards d'euros. Et si vous multipliez par 12, eh ben, ça nous fait une tendance de 320 milliards d'euros, alors même qu'il faudrait dégager un bénéfice pour commencer à rembourser une dette qui est bien trop élevée par rapport à ce que acceptent désormais nos partenaires du Nord européen, à commencer par l'Allemagne et les Pays-Bas. Or, vous avez vu que lorsqu'il s'est agi de diminuer de 10 milliards d'euros les dépenses publiques, de réduire de 10 milliards d'euros, on a vu que tout simplement, il avait été décidé de ratiboiser dans le ministère de l'Éducation nationale. Madame Belloubet, à peine était-elle ministre de l'Éducation nationale qu'elle avait été confrontée à ce problème.
Et alors même que Attal avait expliqué que la priorité des priorités de son gouvernement, c'était l'éducation, 15 jours après avoir dit ça, il a sabré de 900 millions d'euros les crédits de l'éducation nationale, ce qui évidemment fait mauvais genre. On est face à un problème absolument majeur qui a fait dire à Marc Toiti, qui est un économiste plutôt mainstream, que l'euro, la zone euro, à son avis, allait exploser en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Je ne suis pas personnellement forcément d'accord avec ce calendrier. Ce qui est certain, c'est que la zone euro finira par exploser. Et si nous ne gérons pas cette affaire d'une façon sereine, en adulte, avec nos partenaires européens, on risque d'avoir un feu d'artifice géant et qui entraîne toutes les économies européennes dans un désastre absolu. Qui parle de ça? Face à la dette publique, face au débat sur l'euro qui est caché, qui est interdit aux Français, on fait quoi? Nul ne le sait. J'ajoute au passage que cette affaire d'euro est très importante, puisque pour essayer d'assurer sa survie provisoire, vous savez que la Banque centrale européenne applique ce qu'on appelle les facilités Draghi. Mario Draghi avait imaginé de contourner les traités européens qui interdisent à la Banque centrale européenne d'acheter des obligations du Trésor des différents pays membres de la zone euro, c'est-à-dire que lorsqu'ils font du déficit, ils sont obligés d'avoir recours aux marchés financiers. Donc les traités interdisent formellement à la BCE d'acheter ces obligations lorsqu'elles sont émises, mais Mario Draghi, ancien président de Goldman Sachs International, donc un Américain, enfin un Italo-Américain, ancien président de Goldman Sachs, était devenu président de la BCE. Et M. Mario Draghi donc, a inventé ce système qui consiste à permettre à la BCE d'acheter des obligations du Trésor sur le marché secondaire, c'est-à-dire lorsqu'elles sont renégociées, lorsqu'un fonds de pension, par exemple, se déleste de certaines obligations, à acheter par d'autres, et là, la BCE peut en acheter. Donc on est face à une situation qui est contraire à l'esprit même des traités, même si c'est pas exactement contraire à la lettre, encore que ça peut se discuter. Mais ça veut dire qu'en fait, nul ne sait où on va. Et est-ce qu'il en est question dans les débats que vous avez vus à la télévision? Non. Quelle est la position des partis politiques sur une éventuelle explosion de l'euro? On ne le sait pas. Quelle est la conséquence de notre appartenance à l'euro? C'est que la Banque centrale européenne et l'Allemagne qui est derrière tiennent à la gorge des pays du Sud. Lorsque Mme Meloni se fait élire en Italie avec un programme anti-immigré qui ne donnait pas dans la dentelle, avec blocco navale, fuori stranieri, c'est-à-dire dehors les étrangers, blocus naval, etc., en fait, elle a été obligée de faire machine arrière, de faire 180 degrés, parce que tout simplement, on lui a dit si vous continuez comme ça, on ne rachète plus les obligations du Trésor italien. Voilà. Donc nous ne sommes plus souverains sur ces questions. Le deuxième sujet, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux qui est gravée dans le marbre du traité de Maastricht et qui est gravée en fait dans les textes européens depuis l'acte unique de 86. Je rappelle que la France est en voie de désertification industrielle totale. En 1978, le produit intérieur brut de la France, il y avait 38% du produit intérieur brut de la France qui était le secteur industriel. On est tombé en 40 ans, on est tombé maintenant, depuis 1900 à peu près 84 jusqu'à maintenant, eh bien nous sommes tombés de 38% à 9-10%, c'est-à-dire au niveau de la Grèce. Alors M. Macron a dit qu'il fallait, son impératif, c'était de la réindustrialisation, mais les causes ayant provoqué la désindustrialisation sont toujours là. Ces causes étant la libre circulation des mouvements de capitaux, étant la monnaie unique qui est trop chère pour l'économie française, pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française, les causes étant le fait qu'on peut aller construire des usines dans des pays à très très bas coût de salaire et sans contrainte environnementale pour répatrier tout ça dans l'Union européenne et notamment en France. L'agriculture, donc pour l'industrie, on fait quoi? À part des mots, à part ce que dit Macron depuis des mois et des mois, on fait quoi? On fait rien. L'agriculture, on fait quoi? L'ensemble de l'Europe est maintenant victime d'un bouleversement général en matière agricole. Vous voyez plein d'exploitants familiaux qui ont compris, avec le temps, que les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en fait, condamnaient à terme toutes les exploitations agricoles familiales, sauf celles ayant le privilège d'être sur une stratégie de niche, c'est-à-dire sur une AOP ou un IGP. Mais en fait, on continue à voir détruire l'agriculture, et notamment l'agriculture française. Sur ce débat de l'agriculture, on fait quoi, à part des rodomontades et des mots savants? Rien.
Rien de structurel. Et puis, sur l'avenir même du pays. Sur l'élargissement, par exemple, vous savez qu'on doit donc faire venir, il a été décidé, il y a actuellement 9 pays qui sont officiellement candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Alors, de mémoire, la Turquie, depuis une trentaine d'années, et puis vous avez l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine, et j'ai dû en oublier un, sans doute. La Serbie. Ce sont les 9. À quoi s'ajoutent 2 pays qui sont candidats à la candidature, qui sont le Kosovo et l'Arménie. Alors ce qui est fondamental à comprendre, c'est que tous ces pays sont là pour obtenir des dizaines, des centaines de milliards d'euros. Ils ne sont pas là pour nos beaux yeux, ils sont là pour notre porte-monnaie. Et donc on est lancé dans une procédure où on va faire entrer des pays qui sont par ailleurs des nids de criminalité. L'Albanie est le lieu d'absolument tous les trafics, toutes les mafias, le trafic de drogue, trafic de personnes, trafic d'organes, trafic de prostitution, trafic d'enfants, pédophilie, pédocriminalité, trafic de cigarettes, trafic de devises, trafic d'armes. On a tout en Albanie. Eh bien, on va en plus les faire entrer dans l'Union européenne. L'Ukraine, quant à elle, si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la FNSEA qui est pourtant un des piliers de la politique agricole commune, eh bien c'est la fin de l'agriculture française. Quant à la Géorgie, pays du Caucase, qui n'est géographiquement d'ailleurs pas vraiment en Europe, puisque la ligne de crête du Caucase est censée séparer l'Europe de l'Asie et que la Géorgie est au sud de cette ligne de crête, eh bien je signale que c'est un pays dont 2 parties, 2 départements, l'équivalent de départements, la République d'Abkhazie qui est au nord-ouest et la République d'Ossétie du Sud qui est au nord, est actuellement occupée par les forces russes et donc en conflit avec la Russie. Alors on fait quoi face à l'élargissement qui est actuellement en cours de négociation? Il n'y a aucun journaliste n'a demandé à monsieur Machin ou à madame Truc ce que l'on faisait. Si, on a vu quand même monsieur Glucksmann, qui est un agent américain, tout le monde le sait, parce qu'il a été d'ailleurs pendant des années conseiller du président géorgien Saakashvili, qui est un agent de la CIA absolument avéré. Monsieur Glucksmann, on l'a vu se répandre sur les médias qui lui sont très généreusement ouverts pour expliquer qu'il fallait absolument faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais quelle est la position du Rassemblement national ou du LR ou du LFI, etc. Tout ça est extrêmement discret. Et puis surtout, même s'ils disaient qu'ils étaient contre, en fait, ils n'y pourraient rien changer, pour les raisons que j'évoquerai à la fin. Donc on fait quoi sur l'élargissement? On ne fait qu'attendre la suite des événements. On fait quoi aussi sur l'unité nationale? Vous savez, je l'ai dit dans mes conférences, et j'insiste, c'est un sujet... Nous sommes les seuls à en parler. L'élargissement, c'est quoi? L'élargissement, ça veut dire que... Excusez-moi, l'unité nationale, c'est quoi? L'unité nationale, c'est un pays créé, dont l'histoire de France remonte, on peut dire, à Clovis, en tout cas aux Capétiens, avec le couronnement du Capet en 987 à Noyon, donnant l'unité nationale actuelle que l'on connaît. Or, cette unité nationale est extraordinairement menacée. Pourquoi? Parce qu'il y a la politique des euro-régions qui vise à donner de plus en plus de pouvoir aux régions. Et il est menacé par quelque chose qui est en train d'arriver, dont personne ne vous parle, ce sont les déclarations de M. Mario Draghi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'après avoir été à la tête de la BCE, il s'est retrouvé nommé sénateur à vie. C'est comme ça, le président de la République en Italie peut nommer des personnes sénateurs à vie, ce qui est assez sympathique en fait, pour 4 personnes. Et après avoir été nommé sénateur à vie, il a été élu par ses pairs. Il a été élu, ses pairs, P-A-I-R-S, il a été élu par ses pairs président du Conseil italien, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre. M. Mario Draghi aura donc réussi ce tour de force d'avoir été à la fois président de la Banque centrale européenne et président du Conseil italien sans jamais être passé par la case élection. Il ne s'est jamais présenté dans un seul électeur. Ça prouve que cet homme, issu du CERA, issu de Goldman Sachs, est un représentant type de l'oligarchie euro-atlantiste qui pilote l'affaire. Et M. Mario Draghi a dit il y a quelques semaines qu'il fallait maintenant que l'Union européenne devienne un État. Cette déclaration n'a pas été commentée suffisamment, comme elle devrait l'être. D'autant plus qu'un autre président du Conseil italien ancien a renchéri en disant qu'il faut que l'Union européenne devienne un État. Mais la conséquence de l'Union européenne devenant un État, ça serait quoi? Ça serait que, vous savez bien qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a des États fédérés.
Et vous savez que les États-Unis d'Amérique sont présents à l'ONU, mais vous n'avez pas un siège pour l'Arizona, un siège pour la Californie, un siège pour l'État de Washington, un siège pour le New Hampshire, un siège pour la Floride. Il y a un seul siège pour les États-Unis d'Amérique. Donc le jour où l'Union européenne sera devenue un État, eh bien on retirera les chevalets à l'ONU de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Il n'y aura plus qu'un seul siège pour l'Union européenne. Avec cette conséquence absolument fondamentale, que deviendront les membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les grandes puissances? Eh bien nous aurons les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, l'Union... Non, je parle du principe où on n'a pas réformé le Conseil de sécurité, qui d'ailleurs est très difficile à réformer. Donc je reprends, on aura les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, l'Union européenne, la France aura perdu son siège au profit de l'Union européenne, et le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre la stratégie des Britanniques, qui eux se sont retirés juste à temps. Ils resteront une grande puissance et la France aura disparu. Qui parle de ça? On fait quoi sur cette question? Qui parle de ça au moment des élections européennes? Ce dont il s'agit, c'est de détruire le statut de grande puissance de la France. Et je pense que c'est probablement la dernière élection européenne, peut-être même la dernière élection tout court, où le peuple français peut se manifester pour dire non à cette évolution. Et ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, parce qu'une fois que l'Union européenne serait devenue un État, elle pourrait faire exactement ce qui s'est passé en Suisse en 1978. En 1978, il a été, par des votations, décidé que les francophones qui faisaient partie du canton de Berne allaient constituer un nouveau canton, qui est devenu, le 1er janvier 1979, le canton du Jura. Alors on est passé de 25 à 26 cantons au sein de la Confédération helvétique, laquelle d'ailleurs, Confédération helvétique, est maintenant membre de l'ONU. Elle est entrée très tardivement à l'ONU, mais c'est la Suisse qui a un siège, et ça n'est évidemment pas le canton du Jura ou le canton de Berne d'où a été créé le canton du Jura. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la France étant devenue un État fédéré d'un seul et même État qui s'appellerait l'Union européenne et qui serait donc l'Europe, ou les États-Unis d'Europe qui seraient donc présentes aux Nations Unies, ben ça veut dire qu'ensuite, on pourra très bien, en vertu par exemple de l'application de ce précédent, qui n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, eh ben on pourra très bien décider demain que la collectivité européenne d'Alsace, qui a été créée par Macron dans le dos des Alsaciens alors que les Alsaciens avaient dit non, vous savez qu'il n'y a plus maintenant de département, il n'y a plus qu'une collectivité européenne d'Alsace, où je me mets au défi, à part sur les préfectures, de trouver encore le drapeau bleu, blanc, rouge. On y voit le drapeau blanc et rouge de l'Alsace et le drapeau bleu aux étoiles d'or de l'Union européenne. Eh bien, il suffira de dire que cette collectivité européenne d'Alsace est un nouveau État fédéré traitant directement avec Bruxelles. D'ailleurs, sa population est supérieure à celle de Malte, de la Lituanie ou de la Lettonie. Donc ça fera un 28e ou un 29e État. Et la France aura perdu ce qui était la France, n'aura plus la collectivité européenne d'Alsace. Et après ça, on fait la même chose en Corse. C'est d'ailleurs ce que Macron est en train de faire. Après avoir créé la collectivité européenne d'Alsace, il est en train de maintenant, comme ça, alors personne ne le demande, et alors que les indépendantistes en Corse sont très largement minoritaires, Macron est en train, dans notre dos, dans votre dos, il est en train de créer un nouveau statut pour la Corse. Pour en fait réaliser cette prophétie que quelqu'un avait dû souffler d'ailleurs aux oreilles de Jean-Guy Talamone, et qui est actuellement le président de la collectivité de Corse, qui avait dit il y a une 20 ou 30 ans « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Donc on aura retiré de la France l'Alsace, puis la Corse, et on viendra ensuite la Bretagne, puis ensuite la Catalogne qu'on démantibulera de l'Espagne, on prendra au passage le département des Pyrénées orientale, et puis le Pays basque, et puis jusqu'à ce que finalement la France soit réduite à portions congrues. Et d'ailleurs, dans toutes ces nouvelles régions, on reconnaîtra le breton, le bretonnec, qui est une langue artificielle d'ailleurs, comme langue officielle, nouvelle langue officielle de l'Union européenne, le corse, l'alsacien, mais surtout pour communiquer tous ensemble, on parlera tous l'anglo-saxon. Je rappelle que bien que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne, désormais, la langue anglaise est désormais la langue quasiment totalitaire qui s'est installée dans l'Union européenne, alors que les pères fondateurs je rappelle que dans l'Europe des Six, l'anglais n'était pas utilisé, que la première langue utilisée dans l'Europe des Six,
du temps de De Gaulle, c'était quand même le français, avec très 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 loin derrière l'allemand et l'italien, puisque l'Angleterre ne faisait pas partie de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'ainsi se met en place progressivement tout simplement la destruction de la France. Et on n'en parle pas du tout. On fait quoi? Rien. Les débats, c'est quoi? C'est, je vous l'ai dit, c'est Aya Nakamura, ou bien c'est voilà. Alors nous, on est là. On est là et bien là. Et le grand enjeu des élections, c'est que nous dépassions, que nous fassions une percée. Je vous l'ai dit, et je le dis du fond du cœur, je pense que cette élection européenne est une des élections les plus importantes qui ait eu lieu pour les élections européennes, parce qu'il y a quand même un grand mouvement de rejet de ce système. Et en fait, il y a une course de vitesse entre les peuples qui commencent à se réveiller et l'oligarchie qui accélère le programme, de peur que les peuples ne fassent voler en éclats avant leur réalisation le programme qui a été conçu. Donc c'est un débat de titan auquel on est confronté. C'est pas de la gnognotte, hein. On n'envoie pas des gamins style monsieur Bardella. D'ailleurs, qu'est-ce qui sépare Bardella de Attal? Est-ce que quelqu'un peut me dire, parmi les grands sujets du moment, qu'est-ce qui sépare Bardella de Attal ou de Macron? Rien. Absolument rien. Mais tout est fait pour que les Français croient que c'est le principal opposant. Qu'est-ce qui sépare Madame Marion Maréchal, d'ailleurs, du même? Rien. À part taper plus peut-être encore sur les immigrés, mais à part ça, rien. Madame Marion Maréchal a félicité, d'ailleurs, l'élection du nouveau président de Finlande. Vous avez peut-être vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Extraordinaire. Et là, elle s'est réjouie du nouveau président de Finlande, lequel a été l'une des chevilles ouvrières fondamentales lors de la rédaction du traité d'Amsterdam en 1997, de celui qui a retiré les questions d'immigration à l'interétatique pour le filer, le communautariser. C'est d'ailleurs la politique migratoire de l'Union européenne. Et Madame Marion Maréchal, qui est, enfin, je vais dire un gros mot, mais enfin qui ne connaît strictement rien, elle se félicite de ça. Pourquoi? Parce que tout le monde va se retrouver dans le groupe dans lequel elle a déjà prévu de siéger avec son mari qui sera côté italien, à Fratelli d'Italia, c'est un groupe, le groupe de Meloni, laquelle Meloni a trahi ses électeurs. Et qu'est-ce que pense d'ailleurs Madame Marion Maréchal? Qu'est-ce que pense Monsieur Bardella? Qu'est-ce que pense Monsieur Bellamy? Qu'est-ce que pense Madame Manon Aubry? De tous les sujets que je viens d'évoquer, on n'en sait rien. Hein, ce sont sans doute du complotisme. En fait, ce qu'ils font, vous le savez, c'est que comme une fois tous les 5 ans, ils proposent une autre Europe. Voilà, c'est le seul sujet. Je vous renvoie, on a sorti des tracts que vous partirez avec, et on a sorti plusieurs tracts. On a sorti une nouvelle version, enfin une réactualisation du tract qui avait beaucoup de succès, qui s'appelle, nous en interne on appelle le tract Article 50, qui permet d'expliquer pourquoi il faut sortir de l'Union européenne et comment, et c'est donc avec l'article 50. On a fait un nouveau tract sur les succès que nous avons avec notre chaîne de télévision UPR TV qui a dépassé les 95 millions de vues et maintenant on est à 447 000 abonnés, ce qui est considérable. C'est la principale chaîne de télévision d'un parti politique en France sur Internet. Et on a fait un nouveau tract également pour la campagne électorale pour vous dire ce que nous on va faire. Ce que nous on va faire, on ne va pas proposer une autre Europe. On explique au contraire que c'est un leurre. Vous savez que pour changer d'Europe, il faut changer les traités. Que pour changer les traités, il faut d'abord que 27 gouvernements se mettent d'accord sur un nouveau texte à la virgule près. Alors bonjour. Hein, ce sont des mois et des mois et des mois et des mois de palabres, puisque sur tous les sujets, les intérêts sont contradictoires. Mais à supposer qu'on arrive à un nouveau texte unique pour les 27 gouvernements, il faut ensuite les 27 ratifications de 27 parlements ou, dans quelques cas, de référendums nationaux. Ce qui fait 54 instances différentes qui doivent en fait donner leur accord à un nouveau traité. Autrement dit, ça n'aura pas lieu. Mais le plus extraordinaire de tout ça, c'est que j'ai parlé des gouvernements pour les signatures des traités, j'ai parlé des parlements nationaux pour les ratifications, mais à aucun moment je n'ai parlé des eurodéputés. Les députés européens ne sont concernés en rien, n'ont absolument aucun pouvoir, ni pour proposer une autre Europe, ni pour voter une autre Europe, ni pour organiser un référendum. Donc tous ceux qui viennent devant vous en vous proposant une Europe sociale, une Europe ci, une Europe ça, en fait vous mentent effrontément. C'est comme si moi je vous disais mon programme c'est que vous gagnez tous au loto. C'est-à-dire je n'en aurais pas le pouvoir. C'est antidémocratique. C'est même plus qu'antidémocratique. C'est très exactement du FDG, du foutage de gueule. Voilà. Donc, pour ce 17e anniversaire, où nos adhésions grimpent en flèche, où on va franchir dans quelques jours les 50% de la collecte que l'on a lancée,
pour organiser, puisqu'il faut payer, vous savez, 109 millions de bulletins de vote. Je vous expliquerai, je l'ai déjà expliqué dans le menu détail pourquoi. Tout ceci a des coûts effrayants, mais on est donc en train de boucler ça. Je vais annoncer dans les jours qui viennent un certain nombre de ralliements de personnalités sur notre liste que nous présenterons. Il y aura des membres de l'UPR, bien entendu. Il y aura 81 noms, donc 41 hommes et 40 femmes ou l'inverse. C'est bien sûr ces 81 noms. Il y aura essentiellement des personnes de l'UPR, mais on aura au moins une quinzaine de personnalités venues de l'extérieur. Et vous verrez qu'il y a des personnalités de droite et des personnalités de gauche. Conformément à notre objectif, nous ne voulons pas l'union des droites et de l'extrême droite, nous ne voulons pas l'union des gauches et de l'extrême gauche, nous voulons l'union de tous ceux qui veulent rendre à la France sa souveraineté et son indépendance nationale. Alors nous ne proposons... C'est ce qui... Exactement, on va rendre le parti animaliste jaloux. Certains diraient qu'on a une stratégie de niche. Mais je rappelle quand même que selon un sondage récent, je vous l'ai dit tout à l'heure, 31% des Français, à mon avis bien davantage, sont favorables au Frexit. Il faut donc bien qu'ils s'incarnent dans une proposition politique. Cette proposition politique, c'est la nôtre. Alors je terminerai en disant que c'est ce qui m'a mentionné d'ailleurs dans le tract que vous prendrez, notre tract pour les européennes. Je ne vais pas dire que si nous avons des eurodéputés, ils vont le faire. Ils n'en auront pas plus le pouvoir que les autres. Nous n'aurons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Les pouvoirs du Parlement européen ne sont pas nuls, mais sont quand même très résiduels. Alors pourquoi voter pour l'UPR ? Parce que tout simplement, nous aurons des députés, si nous franchissons les 5%, je serai la tête de liste, vous me connaissez, depuis 17 ans. Est-ce que j'ai changé depuis 17 ans ? Non. Voilà. Bon, j'ai pris des rides, mais à part ça, et quelques kilos superflus, mais à part ça, depuis 10... Essayez de trouver sur la scène politique française un seul autre responsable politique qui, depuis 17 ans, non seulement dit toujours la même chose, mais dont toutes les analyses et toutes les propositions se sont révélées exactes. Parce que ce qui donne du crédit à notre mouvement politique, et en plus à la personne que je suis, c'est que j'ai défendu ce programme contre vents et marées, à temps et à contre-temps, comme on dit dans l'Église, c'est-à-dire que je l'ai fait au pire moment. La meilleure preuve que je ne vais pas changer d'opinion, c'est que je l'ai fait au pire moment de proposer la sortie de l'Union européenne. Maintenant, tout le monde commence à y penser. Donc s'il y a bien quelqu'un à qui vous devez faire confiance, parce que vous savez qu'il ne changera pas d'avis, c'est bien à moi, et c'est bien à l'Union populaire républicaine. Et quand je dis donc que nos députés n'auront pas le pouvoir de changer, ils auront quand même un pouvoir, c'est qu'ils existeront. Et que nous ne ferons pas du Bardella. Je rappelle que le Front National a des eurodéputés depuis 40 ans. Que M. Bardella a lancé sa campagne avec comme slogan « La France revient, l'Europe revit ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne ne le sait. Ça fait beau. La France revient, l'Europe revit. Mais surtout, j'ai retrouvé qu'il y a 40 ans, lorsque le Front National a eu ses premiers eurodéputés, allez le voir, j'ai fait un tweet là-dessus, le slogan du Front National, c'était Jean-Marie Le Pen, « La France est de retour ». Donc en 1984, la France est de retour. En 2024, 40 ans après, la France revient. C'est une histoire de revenants, en fait, leur truc. C'est surtout une histoire de revenez-y. Parce qu'ils y sont pour le pognon. Parce que tout le monde sait qu'au cours des 5 ans qui se sont écoulés, les Français, ils ont donné leur chance à Bardella. Il a été pendant 5 ans eurodéputé. Il a été absent 70% du temps. Il a fait 21 amendements en 5 ans. Ça fait quand même pas beaucoup, hein, ça en fait un par trimestre. Et il a fait à peu près 0, je crois, rapport. Et l'ensemble des députés du Rassemblement national ont brillé par leur absence, à l'exception de Virginie Joron, qui est la seule à avoir un peu mouillé la chemise. Et un tout petit peu Thierry Mariani. Les autres, 0. Ils ont eu leur chance. Bon, c'est bon. Monsieur Mélenchon, il a eu sa chance aussi. Et Madame Manon Aubry, pareil. Hein, lorsque Mélenchon a été député européen, je le rappelle, il avait trouvé ce qu'on appelle, enfin, qu'on appelle dans le jargon, faire une Mélenchon. Faire une Mélenchon, c'est voter pour une directive européenne qui favorise le grand capital, l'agro-business, la big pharma, etc. Donc vous votez pour, et après vous dites à vos troupes « Ah mince, je me suis trompé ». Alors ça c'est formidable puisque vous jouez sur les deux tableaux. Hein, vous votez pour, alors vous avez les grands patrons du big business, et on va continuer à vous donner la parole à l'antenne, bien sûr.
Et puis pendant ce temps-là, les électeurs ou les militants, eh ben, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Donc à ce moment-là, Mélenchon dit « Ah, mais excusez-moi, je me suis trompé ». La finesse étant que, effectivement, quand on dit qu'on s'est trompé, c'est mentionné dans le procès-verbal du journal officiel, mais ça ne change pas le premier vote. Alors on pourrait, sur 5 ans, on pourrait se tromper une fois. C'est quand même pas très compliqué, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, sur le siège d'un parlementaire européen, vous avez 3 touches, des gros pavés. Une touche rouge, une touche blanche avec un rond dedans, et une touche verte. Donc la touche rouge, ça veut dire non. C'est étonnant, mais c'est... La touche blanche avec un rond, ça veut dire abstention. Et la touche verte, ça veut dire oui. C'est vrai que c'est un peu complexe, hein. Mais bon. Il y a un petit problème, c'est que, effectivement, pour les daltoniens, je le reconnais. Enfin, il y a quand même des signaux qui permettent de voir si c'est non ou si c'est oui. Alors, M. Mélenchon, il aurait pu se tromper une fois. Bon, il aurait pu se tromper même 5 fois. Ça faisait une fois par an en 5 ans. Bon, c'est pas bien, mais on peut dire peut-être qu'il avait un coup dans le nez, on ne sait pas. Bon. Mais le problème, c'est ce que j'avais montré à l'époque, il s'était trompé 266 fois. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'un fact-checking du journal Libération. Le journal Libération a confirmé que Asselineau avait raison. C'est un truc inimaginable, en fait. Bravo, Libération. Alors, il y en a un, ça ne m'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et c'est Bellamy. Monsieur Bellamy qui a fait pareil. Hein, vous avez vu, il y a une petite vidéo là qu'on est en train de sortir, j'en ai sorti. Il a dit une chose à Paris, il fait le contraire en fait à Bruxelles. Par exemple, il exige à Paris la transparence sur les contrats Pfizer. Et il y a un vote à Bruxelles qui demande la transparence sur les contrats Pfizer et il ne vote pas en faveur. Voilà, c'est ça c'est Bellamy. Hein, il a fait la même chose sur je crois, le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il a fait aussi un truc assez extraordinaire parce qu'il y a une dame qui s'appelle, une eurodéputée qui s'appelle Béatrice Leyen, je crois quelque chose comme ça. Pas Ursula von der Leyen, elle s'appelle Leyen, je crois, un truc comme ça. On se croirait un peu dans le parc du Serengeti avec des hyènes un peu partout parce que ça commence à faire beaucoup de hyènes. Enfin bref, cette dame qui est députée, eurodéputée, elle a fait un rapport récemment. C'était un rapport pour dire qu'il fallait apprendre l'histoire autrement aux petits-enfants de l'Union européenne. Donc il ne faut plus apprendre l'histoire nationale, il faut apprendre l'histoire européenne. En mélangeant éventuellement les siècles, etc. L'idée, c'est d'avoir une histoire présentée de façon idéologique. C'est ça le truc. Et ce qui est la marque type de tout pays totalitaire, de tout gouvernement totalitaire, c'est de vouloir réinterpréter l'histoire pour justifier une idéologie. Eh bien, le croirez-vous, le groupe Les Républicains et M. Bellamy s'est abstenu sur ce sujet et n'a pas voté contre. C'est-à-dire que les Français qui votent pour les Républicains, en pensant que c'est un parti gaulliste, il est vrai qu'ils sont de moins en moins nombreux, une espèce en voie de disparition, mais quand même, les Français qui votent pour ce parti prétendument gaulliste votent pour un parti qui, sur un sujet aussi fondamental que l'apprentissage de l'histoire de France aux jeunes Français, eh bien, il s'abstient pour un projet de directive européenne, en tout cas un rapport du Conseil européen, qui propose tout simplement de ne plus apprendre les histoires nationales. Bon, je vais y arrêter ici avec toutes mes horreurs. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que si le 9 juin au soir, on se mobilise tous, et c'est vraiment la grande... C'est l'affaire de notre année. C'est nous, c'est à nous maintenant. Le tour, il est à nous. Mélenchon, il a eu sa chance. Manon Aubry, elle a eu sa chance. Monsieur Bardella, il a eu sa chance. Monsieur Bellamy a eu sa chance. Maintenant, c'est à nous d'avoir notre chance. C'est à nous c'est nous qui devons avoir des députés européens. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? On ne changera pas. Hein. C'est pas parce qu'on votera pour nous qu'on aura des députés qu'on aura le Frexit. Hein. Que les choses soient très claires. Ça devrait d'ailleurs inciter les gens qui ont un peu peur, qui se demandent est-ce bien raisonnable de voter pour nous, puisque de toute façon, on ne pourra pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire? D'abord, on aura une tribune pour dénoncer tous les abus, pour demander justement voter contre la livraison d'armes à l'Ukraine, voter contre les milliards à l'Ukraine, voter contre les sanctions prétendument contre la Russie, qui en fait se retourne contre nous, contre nos économies, voter pour des poursuites contre Mme von der Leyen, voter pour des poursuites
contre monsieur Thierry Breton, essayer de clarifier en fait tout ce qui s'est passé sur cette affaire de Covid-19. On aura les moyens de demander le maximum de choses et de faire en fait une véritable opposition qui n'existe plus. L'opposition française n'existe plus au Parlement européen. Et j'ajoute que non seulement, d'abord vous pouvez me faire confiance pour faire du scandale, j'imagine, mais vous ajoutez aussi que, à partir du moment où nous aurons des eurodéputés, eh bien, les grands médias ne pourront pas faire comme si nous n'existions plus. Parce que le problème auquel on est confronté, c'est cela, c'est que les médias font ce qu'ils veulent et se retranchent derrière le fait que nous n'avons pas d'élus nationaux ou européens pour ne pas nous donner la parole. C'est-à-dire qu'en fait, en votant pour l'UPR, vous votez pour imposer dans le débat public, au sein de l'Union européenne et au sein de la République française, le grand débat de notre époque, faut-il ou non rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. On est comme les chrétiens des catacombes de Sainte-Calixte, de la Via Appia sous Néron, on se réunit de façon crépusculaire, on nous interdit d'avoir accès aux grands médias, on essaye pourtant, on écrit à l'ARCOM, etc. On va entrer dans la zone dite d'équité, donc on va essayer d'obtenir que l'ARCOM fasse son devoir, parce que pour l'instant, on est dans la zone où les médias font absolument ce qu'ils veulent en fait. Mais au-delà de ça, eh bien, il faut savoir que c'est en nous la force. Et ne pensez pas que nous sommes battus d'avance. D'abord parce que les sondages dont nous disposons, il y a des sondages deux sondages dont je dispose qui n'ont pas été rendus publics, qui nous donnent à 3%. Je vois d'ailleurs que les sondages montent en notre faveur, mais nous mettent plutôt à 1, voire 2 récemment. Donc ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas intimider par les faux sondages qui sont actuellement diffusés. Je ne dis pas qu'on est à 15, mais nous ne sommes pas à 0,5. Ça n'est pas vrai. On était d'ailleurs à 1,2 en 2019, alors que depuis 2019, le nombre du nombre de vues consultées sur notre chaîne est passé de 25 millions à 95 millions, le nombre d'abonnés de 80 000 à 447 000, le nombre d'abonnés sur le compte Twitter est passé de 50 000, 40 000 à aujourd'hui 305 000. Donc dans tous les domaines, on a une multiplication par 3 ou 4 d'éléments, d'indices de notoriété. Donc ne vous laissez pas avoir. Ayez le même réflexe que les Indiens. Les Indiens, lorsqu'il y a eu des élections générales, ils n'ont pas tenu compte du fait que M. Narendra Modi du Bharatiya Janata Party était en dehors de tous les médias. C'était le parti nationaliste hindou. Ils ont voté pour ce type, lequel est arrivé au pouvoir alors qu'il ne passait dans aucun média. Mais en revanche, il triomphait sur les réseaux sociaux. C'est la même chose qui s'était produite un peu pareil avec le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo en Italie. C'est la même chose qui s'est passée il y a quelques mois, 2 mois, 3 mois, en Slovaquie, avec l'arrivée au pouvoir de Robert Fico, qui avait été Premier ministre, puis qui ne l'était plus, et qui était interdit de médias parce qu'il a une position sur l'Ukraine, où il refuse de soutenir l'Ukraine. Le gouvernement slovaque refuse les sanctions contre la Russie. Donc il était interdit des médias. Eh bien, il a repris le pouvoir parce qu'il a eu une majorité relative de 25 ou 28% des suffrages grâce aux réseaux sociaux. Donc ne baissez surtout pas les bras. Essayez de convaincre tout autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Ne vous lassez jamais. Essayez de convaincre aussi et surtout les abstentionnistes. Ne perdez pas des heures et des heures à discutailler avec des gens qui sont encartés au Rassemblement national. C'est peine perdue. La seule chose qui leur dessillera les yeux, c'est si un jour Mme Le Pen arrivait au pouvoir et leur faisait gros comme ça, pouf, une Mélanie 2.0. Et là, d'un seul coup, ils se rendraient compte qu'ils se sont fait avoir. Mais jusqu'ici, ils sont imperméables au raisonnement. Ils sont aveuglés. En revanche, les abstentionnistes, eux, c'est eux qu'il faut aller voir. Les abstentionnistes qui disent « mais non, ça sert à rien », mais non, ton Asselineau, il n'arrivera à rien, mais non, ici et ça. Il s'agit d'une élection, il faut dépasser 5%. C'est l'élection, c'est notre élection. C'est l'élection où on a la possibilité d'avoir des députés. C'est l'élection qui doit procurer le déclic dont on a tellement besoin pour faire décoller le mouvement. Et je peux vous assurer que si, le soir de l'élection, à 22h20, dans les premières projections, on se rend compte que l'UPR, à la surprise générale, a des députés, non seulement, comme je l'ai déjà dit pour faire rigoler, mais parce que c'est vrai, non seulement vous verrez la gueule de Gilles Boulot, la gueule de Pujadas, et puis la gueule des commentateurs aussi, politiques, tous ces commentateurs politiques français qui sont très diversifiés, avec Alain Duhamel, Olivier Duhamel, Benjamin Duhamel, Nathalie Saint-Cric, c'est des gens très très différents les uns des autres, et qui d'un seul coup seront obligés de commenter une élection qui échappe
qui échappent à... Oui, je sais bien que c'est la famille. Qui échappent, en fait, à ce qu'ils avaient prévu. Mais non seulement vous pourrez vous payer ce spectacle qui sera, à mon avis, digne d'une grande anthologie politique du XXIe siècle, mais surtout, les conséquences en seront ensuite très importantes. Parce que dans l'ensemble de l'Union européenne, on découvrira que le parti du Frexit a fait une percée en France, c'est d'ailleurs le pays fondateur. Prétendument que c'est une idée qui avait germé dans le cerveau fécond de M. Robert Schuman et de Jean Monnet, alors qu'en fait, c'était les États-Unis d'Amérique qui étaient derrière, je l'ai expliqué 50 fois. Mais surtout, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on existera comme un acteur international et que nous serons donc pris en considération et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, nous serons bien partis pour aborder les échéances électorales ultérieures, c'est-à-dire notamment l'élection présidentielle de 2027. Vive la République, à bas l'Union européenne et vive la France! Et vive l'UPR!